Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Deux petits mots avant de commencer l'émission du jour consacrée à l'histoire de l'Afrique et du début de l'ère coloniale avec Camille Lefebvre. D'abord pour dire que cette émission a été enregistrée avec de nouveaux micros, nouveau matériel et que je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui ont contribué via le bouton PayPal du podcast à permettre cela. J'espère que la différence va s'entendre. Et puis, je vous donne rendez-vous le lundi 17 mai pour le début d'une nouvelle série d'émissions consacrée à des formes non académiques d'histoire sur le web ou ailleurs. Cette première émission, le 17 mai, sera consacrée aux youtubeurs, aux vidéastes de vulgarisation sur Internet. Une série pour laquelle toutes les contributions et les suggestions sont bienvenues sur le site internet parolehistoire.fr avec son mail, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube ou encore Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Bonjour Camille Lefebvre. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier aux éditions Fayard, dans la collection L'épreuve de l'histoire, Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara-Sahel. Un livre qui est passionnant, un livre dans lequel il n'a pas été simple de rentrer pour moi parce que c'est un livre qui dépayse complètement quand on n'est pas familier de l'histoire de l'Afrique, avec une grande attention aux mots, une grande attention aux langues locales et il faut pouvoir pénétrer cet univers que vous restituez, mais c'est un livre qui est tout à fait passionnant parce qu'il décrit un moment finalement qu'on est amené à comprendre différemment, ce moment de la colonisation française, du début de la colonisation française au Sahel. Est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer nous expliquer ce titre, Des pays au crépuscule? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'idée, c'était à l'origine, ça vient d'un livre que j'avais lu, d'un roman de Denis Lehane, qui s'appelle Un pays à l'aube, que j'avais beaucoup aimé, et ce nom m'était resté dans la tête. Et quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'occupation coloniale, j'avais l'idée, comme dans le livre de Denis Lehane, que c'était un moment où une région était en train de complètement se transformer et on pouvait observer comment émergeait un nouveau monde. Et donc, voilà, j'avais cette idée de prendre ce titre. Et puis, les connotations positives de l'idée de l'aube de la colonisation m'ont rapidement interrogée. Et en lisant Achille Mbembe et son idée de la grande nuit de la colonisation, je me suis dit qu'on pouvait passer de l'aube au crépuscule et qu'on gardait cette idée d'un monde qui est en train de naître, d'émerger ou de se terminer, puisqu'on peut le prendre dans les deux sens. Et donc, c'est comme ça que je suis passée au crépuscule. Le sous-titre a aussi une dimension intéressante. Vous choisissez de ne pas employer le mot « conquête » et vous vous en expliquez dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez nous dire le sens que vous donnez à ce mot d'occupation par rapport à conquête ? Alors, mon problème avec la notion de conquête, qui est la notion qu'on utilise en général pour parler de ce moment, est qu'elle a des valeurs positives, et donc qu'il y a aussi toute une épopée de la conquête qui a été écrite par la bibliothèque coloniale, donc par les administrateurs coloniaux, par les militaires coloniaux. Donc l'idée, c'était de se détacher de cette image de la conquête et de s'interroger sur ce qui se passe à ce moment-là. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'invasion d'une armée étrangère qui se substitue à des États existants et qui prend le pouvoir à leur place par la force. Et donc le mot d'occupation, tel qu'il est utilisé à l'époque dans le langage juridique, correspond à ce qui se passe concrètement dans les faits. Alors ça reflète une volonté plus générale de prendre vos distances dans ce livre avec tout un vocabulaire qui n'est pas seulement celui de la bibliothèque coloniale au sens glorifier la conquête, mais aussi plus largement des catégories qu'on a pu avoir l'habitude d'employer pour l'Afrique, comme celle d'ethnie par exemple, parler de population et pas d'ethnie. Il y a de vrais choix sémantiques qui renvoient au projet de votre ouvrage. Alors c'est une question qui est centrale en histoire de l'Afrique depuis de longues années, l'idée que les discours sur l'Afrique, les discours sur les sociétés africaines sont marqués par le racisme lié à la colonisation et lié à l'esclavage. Et donc nous essayons collectivement depuis longtemps, au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, de nous détacher de ces vocabulaires et d'inventer des nouveaux vocabulaires qui ne soient pas remplis de présupposés sur les sociétés africaines ou qui ne soient pas non plus les vocabulaires utilisés par la colonisation elle-même. Et donc c'est un effort que nous faisons avec des débats entre nous, mais un effort que nous tentons de faire régulièrement. Peut-être dernière chose sur ce titre, des pays au crépuscule. Derrière le mot pays, il ne faut pas imaginer évidemment exactement le même type d'État que ceux qui existent en Europe à l'époque, mais malgré tout des puissances, des États, des groupements politiques et plus particulièrement deux villes, Zinder, Agadez, avec des identités à la fois complémentaires, très différentes aussi. Est-ce qu'on peut brièvement peut-être dire de quoi il s'agit ?
Alors, la région dans laquelle se déroule ce livre, c'est le Niger d'aujourd'hui. Et donc, j'ai choisi de prendre une ville du Sahel et une ville du Sahara. Donc, 2 villes qui sont au sein des réseaux de circulation transsahariens qui sont très importants à cette époque-là. Et donc, 2 villes qui sont aussi liées à des formes étatiques qui sont différentes pour l'une et pour l'autre. Zinder est donc la capitale d'un sultanat qui est devenu très puissant. C'est une espèce de boomtown de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Une ville qui a émergé grâce au fait qu'elle a récupéré une partie des circulations transsahariennes et que des sultans ont décidé de construire la puissance de cette ville autour de guerres de conquête, de razzias d'esclaves et de contrôle du commerce. Agadez, là, on a une ville complètement différente. C'est une ville qui est en plein désert, mais dans une région qui est aussi une région très favorable parce qu'on est dans des montagnes où il y a de l'eau, où on peut vivre assez facilement. Surtout, c'est une ville qui est très ancienne. C'est un pôle de culture islamique très important. Et là, on touche à quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une ville qui est organisée par les types de rapports au pouvoir qui sont les rapports au pouvoir touareg, c'est-à-dire qu'on est une ville qui ne concentre pas le pouvoir, mais on est une ville qui est au contraire une forme de contre-pouvoir par rapport aux différents groupes guerriers touaregs qui, eux, ont le pouvoir sur la région et qui ont choisi un sultan en quelque sorte pour les départager et pour faire une forme de contre-pouvoir. Alors ça, c'est un point très intéressant quand on vous lit, c'est que dans les 2 cas, à Zinder, à Agadez, il y a un sultan, mais c'est pas le même genre de sultan, et c'est pas quelque chose d'ailleurs que les militaires français comprennent forcément. Tout à fait. C'est un des points centraux du livre, c'est de montrer comment les militaires français ne s'intéressent jamais vraiment aux sociétés qu'ils ont en face d'eux et les prennent toujours par des catégories générales et ne cherchent pas à comprendre leur fonctionnement. Dans les 2 cas, ils voient des sultans et donc dans les 2 cas, ils pensent qu'ils ont un chef au pouvoir absolu et que s'ils arrivent à convaincre ce chef de passer de leur côté ou s'ils arrivent à le battre militairement, ils vont pouvoir récupérer le pouvoir sur toutes ces régions-là. Sauf que ça fonctionne complètement différemment dans un cas et dans l'autre. À Zinder, effectivement, on a un sultan qui a un pouvoir très fort, mais qui a aussi au sein de sa cour tout un tas de contre-pouvoirs. Et à Agadez, on a un sultan qui en réalité n'a de pouvoir que sur la ville, un sultan qui est en quelque sorte un sultan fait pour négocier avec ses pairs dans la région, donc avec le sultan de Sokoto, avec le sultan du Borno, mais qui n'a aucun pouvoir concret sur la région. Donc même si on le fait passer de son côté, les groupes guerriers qui habitent le massif de l'Aïr ne vont pas du tout rejoindre la colonisation. Ça m'a un petit peu surpris en même temps de lire qu'il n'y avait pas ce savoir, qu'on ne s'intéressait pas à ce fonctionnement, parce qu'il y a tout un pan de l'historiographie de la colonisation qui a insisté justement sur la production de savoirs coloniaux, sur la cartographie avec Hélène Blais, sur les savants coloniaux avec Pierre Saint-Garavello. Il y a tout un renouvellement finalement de cette approche des savoirs coloniaux. Là, c'est un endroit où ça ne marche pas, où c'est un endroit où ces savoirs ne sont pas encore construits. Alors, c'est plus compliqué que ça. Au contraire, ça a été un des centres d'intérêt de la culture savante, qui n'est pas la culture savante coloniale, qui est la culture savante de la période précédente, de la culture savante, par exemple, sur les savoirs géographiques dans cette région, notamment parce que le désert a fasciné, parce que les Touaregs ont fasciné, parce qu'on a cherché le cours du fleuve Niger ou la localisation du lac Tchad. Mais on a en quelque sorte... une rupture de savoir. C'est-à-dire que pourtant, les différents explorateurs qui sont passés dans la région, en général, sont lus par ceux qui arrivent dans les générations d'après, mais ça ne les empêche pas de penser ces régions à partir de préjugés et de ne pas arriver à les comprendre complètement. Il y a un savoir qui existe sur ces régions, il y a un savoir assez solide, dont nous, historiens, nous nous servons encore aujourd'hui, mais paradoxalement, il n'aide pas ces militaires qui arrivent sur le terrain à comprendre concrètement ce qui se passe. Ce Niger de l'époque coloniale, l'actuel Niger de l'époque coloniale, ça a été aussi votre terrain de thèse. Qu'est-ce qui vous a conduite personnellement à Zinder, à Agadez ? Alors, j'y suis arrivée complètement par hasard. Donc, j'ai fait ma maîtrise avec Pierre Boilet, qui est spécialiste du Mali. À l'origine, je voulais travailler sur complètement autre chose. Et je voulais travailler sur le Parti communiste français et son rapport avec les élites africaines. Et lui, la manière dont on fonctionnait dans notre laboratoire et dont on fonctionne toujours était la centralité de la question du terrain. C'est-à-dire, pour faire de l'histoire africaine, il faut aller sur place, il faut travailler avec
les chercheurs qui sont sur place, il faut faire des enquêtes orales. Et donc, lui, il m'a proposé de travailler sur des pays moins travaillés. Donc, il m'a dit, vous pourriez travailler sur le Tchad, le Cameroun ou le Niger. Je n'avais de lien avec aucun de ces 3 pays, personne dans ma famille n'avait jamais été en Afrique subsaharienne. Et donc, j'ai choisi complètement au hasard. Bien m'en a pris, puisque j'adore le Niger. Alors oui, on sent que pour faire ce livre, il y a une dimension de terrain. Vous avez d'ailleurs photographié dans le livre quelqu'un qui vous a transmis aussi une part de cette tradition orale. Quelle place ça a tenu l'enquête orale et plus largement l'enquête de terrain, le fait d'aller dans ces lieux pour écrire ce livre ? Alors là, c'est une question très compliquée. Moi, je vais au Niger depuis 20 ans, donc depuis 2001, depuis ma maîtrise. Avant, j'y allais 1 mois par an ou 2 mois par an. Ensuite, première chose qui a changé un peu les choses, j'ai eu des enfants, donc j'y allais 2 fois 2 semaines plutôt qu'1 mois. Mais j'ai continué à y aller très régulièrement. Mais il faut savoir que pour nous, tous les chercheurs qui travaillons sur le Sahara et le Sahel, la situation sécuritaire s'est dégradée de manière très très forte ces dernières années. J'ai toujours pu y aller, c'est-à-dire qu'à part, là j'y suis pas allée depuis 2 ans et c'est le plus long que j'y suis jamais allée depuis 2001. Mais sinon on a toujours pu continuer à travailler sur le terrain, mais on a complètement changé nos manières de travailler. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a uniquement le droit d'aller dans les capitales. Et donc forcément, ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des terrains ethnographiques, aller dans les villages, travailler avec les gens, travailler avec les érudits, est devenu beaucoup plus compliqué. Alors j'ai eu la chance qu'il y a eu une petite fenêtre qui s'est ouverte, parce qu'en gros, entre 2010 et 2017, on avait le droit d'aller uniquement à Niamey. Et en gros, en 2017, les choses se sont un petit peu améliorées, paradoxalement, parce qu'il y avait toujours autant de problèmes. Et donc j'ai pu, grâce aussi au service du fonctionnaire de défense du CNRS qui m'a autorisé à y aller à Zander plusieurs fois et aller à Agadez, ce qui est assez rare, notamment parce qu'il y a une liaison aérienne qui s'est ouverte. Et donc, comme on n'était plus obligé de prendre la route, on avait le droit de y aller. Mais en tant que fonctionnaire, on est très contraint dans nos manières de travailler. Alors c'est une région aujourd'hui qui connaît effectivement des formes de guerre complexes d'ailleurs. Vous y faites écho dans le livre, c'est quelque chose qui vous a aussi intéressé dans le travail sur ce moment guerrier de la fin du 19e, début du 20e siècle, ces échos contemporains, c'est quelque chose que vous avez voulu aussi mettre en évidence ? Alors c'est une question intéressante pour moi, c'est que en lisant les sources du tout début du XXe siècle, en lisant les militaires coloniaux, il y a parfois des échos avec le présent qui sont vraiment très forts, sur les manières de concevoir ces sociétés, sur les manières de les appréhender, sur par exemple cette volonté de toujours trouver des chefs et de penser que si on a un chef, on va enfin avoir une réponse, alors qu'au contraire, ces sociétés sont des sociétés au pouvoir très fragmenté, et souvent, les gens qui parlent avec les militaires français aujourd'hui ou les gens qui parlent avec les colonisateurs perdent beaucoup de ceux qui les suivent, rien qu'en engageant dans cette discussion. Et aussi sur toute la question du rapport à l'islam, qui est vraiment une obsession française, parfois déconcertante, à quel point, depuis un siècle, on ressasse les mêmes choses sans comprendre la complexité du rapport à l'islam, dont j'essaie de montrer une partie dans ce livre. Voilà. Et donc, voilà. Il y a des formes d'écho qui parfois sont étonnantes. Parmi ces échos, il y a quelque chose qui est frappant, c'est aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque, l'immensité de l'espace et le petit nombre de troupes employées, même si aujourd'hui je crois que c'est quelques centaines de militaires français en OPEX, comme on dit, en opération extérieure au Mali, au Niger. À l'époque, ce sont quelques dizaines à peine de militaires français appuyés sur des troupes africaines. Ça, c'est un point très marquant de cette histoire sur lequel il faut sans doute revenir. Tout à fait. C'est aussi une des spécificités de la colonisation. De fait, ceux qui occupent les territoires sont toujours beaucoup moins nombreux que les populations qu'ils occupent et sur lesquelles ils imposent leur domination. C'est aussi pour ça que pour comprendre la domination coloniale, il faut aussi comprendre les ressorts à l'intérieur de ces sociétés qui permettent cette domination qui est déséquilibrée numériquement. Et donc, il faut regarder cette question-là. Mais effectivement, les militaires français qui arrivent sur le terrain sont extrêmement peu nombreux. Ils sont une petite soixantaine au début. Quand il y a des grandes missions, ils sont rarement plus d'une dizaine. Et ils s'appuient sur ce qu'ils appellent des tirailleurs sénégalais, qui de fait ne sont en général pas sénégalais, et donc sur des troupes africaines. Donc l'armée française de l'époque qui occupe ce territoire est une armée majoritairement africaine.
Vous avez parlé de l'ancrage historiographique, de cette idée qu'il fallait aller faire du terrain, et dans le livre, vous évoquez aussi différents auteurs qui ont compté dans la construction historiographique de votre travail. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, notamment pour les étudiantes et étudiants qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique? J'ai noté parmi les noms, vous évoquez bien sûr Frédéric Cooper, Paul Lovejoy, le livre est dédié à Djibo Amani. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, je ne sais pas si c'est une école, mais en tout cas des courants intellectuels dans lesquels vous inscrivez votre travail? Alors, effectivement, je viens d'un champ qui est celui de l'histoire de l'Afrique. Et en histoire de l'Afrique, on est d'abord dans un champ qui est extrêmement internationalisé, au sens où nous avons des collègues, nous travaillons beaucoup avec des collègues aux États-Unis, en Angleterre, et évidemment majoritairement avec des collègues africains sur place, sachant que la première génération après les indépendances d'historiens africains, nigériens par exemple, ont été formés en France, à Paris 7 souvent ou à Paris 1, là où moi-même j'ai été formée. Et donc il y a des filiations intellectuelles assez fortes entre nous. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui marque l'histoire de l'Afrique au moment des indépendances, c'est beaucoup une histoire sociale marquée par le marxisme, qui s'appuie sur la volonté de retrouver des voies africaines pour penser l'histoire de l'Afrique, où qu'elle soit produite, qu'elle soit produite en Afrique, aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a vraiment une volonté commune sur le fait de retrouver ces voies, qui a passé pendant très longtemps par les enquêtes orales et la tradition orale, et qui aujourd'hui, face à l'évolution de la question de la tradition orale, cherche d'autres manières d'accéder à des voies africaines, à des sources qui permettent d'accéder à des points de vue issus des sociétés africaines. Alors c'est l'une des originalités du livre, c'est justement de faire feu de tout bois du point de vue des sources et d'avoir exhumé aussi un certain nombre de sources, aussi bien du côté européen, je pense à ces textes du caporal, son nom m'échappe, mais ce caporal... Charles Guilleux. Guilleux, voilà, qui est plus franc et plus direct dans ce qu'il raconte de cette expérience coloniale, que c'est supérieur ou c'est un peu plus feutré, et puis évidemment des sources qui sont des sources soit françaises, soit locales, produites en arabe, et alors là ça a une grande importance pour reconstruire un univers mental, des vocabulaires du pouvoir, qui ne sont pas ceux qu'on lirait si on avait simplement les rapports des militaires français en français. Tout à fait. Alors, du point de vue des sources coloniales, ce que j'ai cherché à trouver, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une archive coloniale. Il y a une variété de types d'archives. Déjà, il y a une très grande différence entre ce qu'on trouve en France, c'est-à-dire ce qui a été rapatrié ou ce qui a été envoyé jusqu'à la France, et ce qu'on trouve sur le terrain, notamment par exemple au Niger. Concrètement, on a vraiment une forme de... les sources qui sont en France sont les sources qui ont été envoyées et qui ont été considérées comme suffisamment importantes pour arriver jusqu'aux autorités supérieures. Tout ce qui est resté sur place sont des archives beaucoup plus locales qui permettent vraiment d'accéder au quotidien de la colonisation. Il y a eu des rapatriements, des déplacements en 1960 au moment de l'indépendance ? Alors au Niger, assez peu, parce que c'est le bout de l'AOF et que donc les camions n'ont pas été jusque-là, mais bon, il se trouve que au Niger, la plupart des archives sont restées. Et donc, il y a des archives assez extraordinaires à Niamey par rapport à ce qu'il y a, par exemple, à Bamako ou ailleurs. Mais sinon, une grande partie a été rapatriée, une partie est à Dakar, une partie est à Aix-en-Provence. Voilà. Mais au Niger, il se trouve qu'on a, surtout, il y a eu peu de destruction et elles ont été bien conservées. Donc, on a des archives vraiment du quotidien de l'administration coloniale. Bon, ça, c'est la base de quelqu'un qui travaille sur la colonisation en Afrique, c'est d'aller voir aussi ce qu'il y a dans les archives locales. Ce que j'ai essayé d'ajouter, et ce que je pense est une des pistes importantes aujourd'hui, c'est qu'en fait, la plupart des officiers, mais c'est majoritairement des officiers quand même, mais beaucoup ont laissé leurs archives privées, personnelles, dans les différents centres d'archives. Beaucoup sont encore dans les familles et sont en train d'être donnés. On est vraiment à un moment de changement générationnel où personne ne connaît l'arrière-grand-père et donc on donne les archives. Et donc dans ces archives privées, on trouve des choses complètement différentes qui permettent d'accéder à d'autres manières de regarder la colonisation. Et évidemment, la centralité de mon travail, c'est plutôt de travailler aussi et d'essayer de retrouver des sources produites dans la région. Alors là aussi, on a une variété de documentation, puisqu'on a des documentations en arabe écrites par des érudits, notamment des lettrés musulmans. Et on a aussi des documentations en langue africaine, en Haoussa ou en Kanuri notamment.
Ces documentations révèlent notamment une chose qu'on peut avoir du mal à imaginer aujourd'hui, c'est la mobilisation par les militaires français de tout un registre religieux, de tout un registre de légitimation religieuse de leur pouvoir, en disant, en quelque sorte, nous sommes maintenant les plus forts. Hein, on reviendra peut-être sur les étapes qui ont permis de s'imposer, mais en tout cas, nous sommes maintenant les plus forts, et donc Allah l'a voulu ainsi, et donc il faut obéir en quelque sorte. Alors oui, alors il faut dire aussi que c'est un contexte particulier, un moment particulier. C'est entre les années, en gros, 1890 jusqu'en 1905-1906, la France, enfin une partie des autorités françaises évidemment, en particulier les militaires qui sont sur place en Mauritanie, une partie en Algérie et une partie dans ce qu'ils appellent le Soudan français, donc le Mali d'aujourd'hui, considèrent que la France a un rôle à jouer parce que la France serait donc une puissance musulmane, plus favorable à la religion, et donc ils construisent une politique qui est une politique visant à démontrer aux populations de la région qu'ils sont favorables à l'islam et qu'ils vont mieux préserver cette religion, par exemple, que les Britanniques, puisque évidemment c'est aussi dans une concurrence avec les Britanniques. Donc pour ça, ils demandent des fatwas à la Mecque, disant que la colonisation est possible, enfin que vivre dans des territoires qui sont occupés est possible, et ils vont construire tout un discours en arabe destiné aux populations et surtout à leurs lettrés, destiné à montrer que la France favorise la religion, la France protège les mosquées, la France protège les lettrés. Il faut aussi penser, et là il y a toute une historiographie sur la question, qu'il y a une vraie alliance dans certaines régions entre les lettrés musulmans et les militaires français qui se retrouvent autour d'une forme de... comment l'expliquer, enfin qui se retrouvent et qui arrivent à discuter alors que avec les groupes guerriers il y a que des affrontements, et donc ils arrivent à négocier ensemble, et donc voilà. Pour mobiliser ces registres de légitimation, il faut utiliser la langue arabe, et pour ça, il faut des gens qui arrivent à traduire ou à écrire. Alors, il y a un personnage tout à fait fascinant dans votre livre, c'est Moïse Landerouin, ce traducteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle ? Alors, c'est un personnage qui m'a assez fascinée. Il se trouve que quand j'ai trouvé 162 lettres qui sont à Niamey, au Niger, entre les militaires français et les différentes autorités politiques de la région, j'ai constaté qu'elles étaient toutes traduites par la même personne. Une personne que je connaissais déjà, puisque j'avais travaillé pour ma thèse sur une mission de délimitation pour laquelle il avait travaillé, Moïse Landerouin, et pour laquelle il a écrit un texte qui est un texte très important pour les historiens sur le Niger, qui est la notice historique sur les pays du Niger, qui est une somme de 500 pages où il a fait des enquêtes orales dans les années 1900-1907 auprès de toutes les populations de la région. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage, et il se trouve que sa fille a donné toutes ses archives privées à l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc non seulement on avait toutes ces lettres qu'il avait traduites, mais on avait aussi tous ses carnets de terrain, toutes les lettres qu'il avait échangées avec ses collègues, et il se trouve que c'est un personnage particulier, il vient d'un milieu paysan, il est parti, on ne sait pas très bien pourquoi, en Tunisie pour être instituteur là-bas. Il a ensuite passé l'examen pour devenir officier interprète puisqu'il avait appris l'arabe sur place, et ensuite il a participé à la mission Marchand, puis ensuite à l'occupation du Niger, puis ensuite à l'occupation du Tchad, avec une pratique qui est quasiment exceptionnel à son époque, c'est d'apprendre concrètement les langues au fur et à mesure qu'il était sur le terrain. Et donc, il a appris le Haoussa, il a appris le Tamashek, et il parle directement avec les gens. Et il a une position particulière qui est qu'il est toujours en porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues, c'est-à-dire que lui parle directement avec les gens, il note dans son carnet tout ce que les gens lui disent, et il essaye d'en parler à ses collègues, et ses collègues ne s'intéressent pas à ce que lui, il a pu entendre de ce que la société dit. Et donc, on a à chaque fois une autre version, souvent, des histoires qu'on a pu voir dans les archives avec ces carnets de terrain. Il faut peut-être donner quelques éléments de repérage, chronologie, contextuel, et puis arriver aussi à cette question de fond, comment ces quelques dizaines de militaires français appuyés sur des troupes africaines ont pu
effectivement prendre possession, assurer leur domination sur ces espaces. Ça s'est joué en quelques années. En 1898, les choses sont encore très précaires parce que y a un militaire français qui est tué sur place et on voit qu'on est très très loin d'avoir imposé quoi que ce soit. Et puis en 1906, apparemment tout est joué et pour une cinquantaine d'années et on va avoir une présence française, on va dire validée et relativement solide. Alors qu'est-ce qui s'est joué ? C'est tout l'enjeu de votre livre bien sûr, mais si on devait le résumer et repérer peut-être un moment de bascule chronologique. Alors c'était tout à fait le projet du livre, d'essayer de comprendre comment concrètement ça avait pu se passer, puisqu'ils étaient si peu nombreux, puisque je savais qu'en face il y avait des États qui étaient des États puissants, qui menaient des guerres, qui avaient des armées, qui percevaient l'impôt, qui étaient des États qui existaient. Comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre possession de la région ? Et c'est une question compliquée. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y a une réponse simple et la réponse que je vais donner marche pour ce que moi j'ai étudié, mais je ne suis pas sûre que ça marcherait partout. Et donc, voilà, ce n'est pas un mécanisme non plus automatique. Mais ce que je peux dire de la région sur laquelle je travaille, c'est que concrètement, si ça fonctionne, c'est parce qu'ils vont, sans s'en rendre compte, réussir à déclencher qu'une partie de la population choisisse d'aller de leur côté. Et sur quoi ça va s'appuyer ? Ça va s'appuyer majoritairement sur la question des inégalités sociales à l'intérieur de cette société. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont marquées par des hiérarchies sociales extrêmement fortes. C'est vrai pour la plupart des sociétés du Sahel. Et pour cette région-là, aussi par une question centrale, qui est la question de l'esclavage. Là, on rejoint Paul Lovejoy que vous avez évoqué au début, qui est vraiment celui qui a fait les travaux les plus importants sur cette question de l'esclavage. Et en gros, on a une société où les pouvoirs politiques sont décrédibilisés depuis quelques années et ils l'ont déjà été un siècle plus tôt. Il y a eu un grand djihad dans la région qui a complètement transformé les pouvoirs politiques de la région. Et là, on est dans la même situation, c'est-à-dire des pouvoirs qui sont considérés comme prédateurs, des toutes petites, on va dire aristocraties pour simplifier, qui font peser énormément de choses sur des populations esclaves qui, elles aussi, sont plus nombreuses et qui commencent à être très en colère. Et donc, tout d'un coup, il va se passer quelque chose qui va faire basculer les choses. Ce quelque chose qui se passe, ça tient évidemment à une force militaire, ça tient à la capacité quand même à vaincre des groupes guerriers de la région qui sont moins bien équipés, etc. Ça tient pas seulement à ça, ça tient aussi à des formes d'imposition locale, être présent dans la ville, et notamment, parmi ces points de bascule possibles, vous expliquez qu'il y a un moment où on construit un fort, et que la construction de ce fort, la construction de ce camp des tirailleurs, ça institutionnalise d'une certaine façon aussi ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la colonisation qui est là pour durer. C'est pas simplement une colonne qui passe et puis l'an prochain peut-être qu'elle sera plus là. Là, à partir du moment où on construit un camp, un fort pour les tirailleurs, il y a quelque chose qui va durer. Alors oui, une chose extrêmement importante aussi, c'est que dans la domination coloniale, la violence n'est pas là tout le temps. Mais il y a eu des moments extrêmement violents qui fondent le fait que les gens ont peur. Et ça, c'est vraiment très important. Et cette violence, elle va passer notamment par une mission qui est une mission très connue, qui est la mission Voulé-Chanoine, où là aussi, on a très peu d'Européens, mais on va avoir une colonne extrêmement violente qui a massacré plusieurs villages et qui a tiré sans raison sur des populations civiles, qui a agi avec une telle violence qu'elle va marquer les esprits, même quand les militaires français cessent d'utiliser la violence. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est très important à comprendre. Et cette peur d'une violence complètement irrationnelle qui peut arriver n'importe quand va fonder aussi le fait que les gens ont peur de ces militaires qui peuvent tout d'un coup devenir extrêmement violents. Effectivement, dans les premières années, les militaires passent, puis repartent, parce qu'ils vont au Tchad, notamment pour occuper le Tchad. Et donc, une partie des populations va avoir l'impression que c'est une forme de passage temporaire de colonnes armées, ce qu'on connaissait aussi dans la région, et que les choses vont disparaître. Simplement, le projet des militaires français, qui au début n'est pas très clair, va le devenir de plus en plus, et effectivement, ils vont commencer à construire un fort
à Zinder et à occuper vraiment cette région. Alors là, au début, on reste quand même dans l'ambiguïté, puisqu'ils ont construit un fort, ils sont là, mais c'est quand même le sultan qui continue de percevoir l'impôt. C'est que les choses sont toujours jugées dans le palais du sultan. Donc au début, on reste quand même dans cette ambiguïté, mais la présence militaire va devenir un peu plus importante. Une présence qui transforme aussi un certain nombre de relations sociales locales. Les tirailleurs qui accompagnent les militaires français, ces tirailleurs vont prendre des femmes locales, alors parfois les rencontrer, parfois les radier et les capturer en quelque sorte et en faire leurs propres esclaves. Parfois aussi des femmes qui étaient captives ou qui étaient esclaves dans la société locale vont rejoindre ce fort en se disant qu'il y a peut-être une possibilité de semi-émancipation, de semi-ascension sociale. Autrement dit, ça bouleverse quelque chose, notamment dans les rapports hommes-femmes qui redoublent, on va dire, les rapports sociaux. Tout à fait. Alors, dans ce fort, effectivement, on a d'abord, c'est un fort qui est ségrégué, comme dans la plupart des espaces coloniaux, avec d'un côté les officiers, de l'autre les soldats européens qui sont peu nombreux, et puis ensuite toute une partie du fort qui est le fort des tirailleurs. Ces tirailleurs qui sont, et ça c'est très important aussi à comprendre, ces tirailleurs qui, comme les officiers et les sous-officiers, sont ceux qui ont fait la plupart des campagnes qui ont eu lieu dans la région. C'est-à-dire que ceux qui arrivent au Niger, ils ont déjà été au Soudan avant, ils ont très souvent été aussi à Madagascar, et idem pour les Européens. Parfois, ils ont aussi été au Tonkin, dans ce qu'on appelle le Tonkin à ce moment-là. Donc, c'est des gens qui, depuis 10 ans, font ça, c'est-à-dire occupent des territoires, prennent le pouvoir, en étant autorisés par l'armée française à radier des esclaves, puisque comme ils sont extrêmement peu payés, on considère qu'ils ont le droit de se nourrir sur le pays et donc de radier des esclaves et majoritairement des femmes. C'est un des enjeux importants. Donc cette troupe qui arrive, et dans ce camp, il y a une présence très forte des femmes. D'abord, les femmes des tirailleurs, parce qu'ils ont été autorisés à amener leurs femmes avec eux. D'abord parce qu'elles font du travail gratuit. Ce sont elles qui portent les bagages, ce sont elles qui font à manger, ce sont elles... qui recousent les uniformes, tout ça. Tout ça. Et elles ne sont évidemment pas payées par l'armée française. Ensuite, il y a avec ces femmes, les femmes que les tirailleurs ont capturées sur la route, parce qu'on radie majoritairement des femmes. Et donc, ces femmes esclaves, souvent, elles font encore plus le travail nécessaire. Et puis, il y a aussi toute une partie assez intéressante que j'ai pu trouver, qu'il y a aussi toute une partie des femmes esclaves de la région qui voient dans l'arrivée de ces militaires français une possibilité d'émancipation. Notamment parce que cette troupe se déplace et qu'à partir du moment où on rentre dans le camp, où une femme rentre dans le camp, elle est considérée comme libre. Vous voyez toute l'ambiguïté du fonctionnement de cette armée qui à la fois radie des femmes esclaves et qui en même temps dit si une femme qui rentre sur le camp devient libre, mais pas les femmes qu'on a radiées, seulement celles qui veulent se libérer de l'asservissement dans les sociétés locales. Et donc voilà, on a une variété de ces femmes-là qui ont des intérêts différents et qui peuvent et qui vont jouer un rôle important dans le basculement. Alors ça rappelle évidemment que l'une des justifications donnée à l'époque à la colonisation, c'est de mettre fin à l'esclavage dans les sociétés locales. C'est quelque chose qui est en partie réalisé, mais en partie seulement, puisqu'en fait, il y a à la fois des formes d'émancipation, mais aussi des reconductions de l'esclavage, du travail servile, ou des reformulations. Donc c'est pas quelque chose de tranché. On peut pas simplement dire, voilà, les Français arrivent, l'esclavage prend fin. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, concrètement, pas du tout, puisque c'est uniquement en 1905 que l'esclavage sera aboli en Afrique occidentale française. Donc, le principe de la position des Français est complètement ambigu. Le discours, c'est de dire « nous sommes là pour libérer les populations, nous sommes d'une civilisation supérieure et donc nous allons mettre fin à ces sociétés qui sont inégales ». Mais dans les faits, ils vont constamment produire ce discours-là, y compris en langue africaine, c'est-à-dire qu'ils font traduire leur discours en Haoussa, en Kanuri, en Tamashek, en expliquant devant des assemblées, y compris des assemblées d'esclaves qui vont abolir l'esclavage. Mais dans les faits, eux-mêmes pratiquent des razzias d'esclaves, eux-mêmes ont des esclaves à l'intérieur de leur camp, qui font tourner leur camp. Eux-mêmes, quand ils ont besoin de construire un fort, ils demandent par exemple à Zinder, au chef des esclaves, le Sarkinbay, de fournir des hommes
pour construire le fort. Mais ils vont constamment avoir ce double discours de dire qu'ils sont là pour libérer l'esclavage, libérer les esclaves. Et d'une certaine manière, je pense que ce discours a aussi pris à l'intérieur de ces sociétés. C'est-à-dire que ce message-là de nous sommes en train de construire, nous avons le but de construire une société plus égalitaire. Pour nous, le statut n'a pas d'importance. Une partie des gens l'ont entendu. Ce qui veut dire que c'est ça aussi qui fait le basculement dans le monde colonial. Le monde colonial, c'est quelque chose qui n'est pas le monde d'avant, qui n'est pas les hiérarchies sociales inchangées. Ça ouvre une perspective, même si elle est fausse, ou même si elle est imparfaite, ça rompt la quotidienneté, ça rompt une forme d'évidence sociale qui était installée. En tout cas, les gens y ont cru au début. C'est-à-dire, en tout cas, les militaires français ont réussi à faire croire qu'ils allaient changer cette société. Notamment, un des points qui est important, c'est qu'il faut penser que dans ces sociétés, tout le monde sait qui est esclave et tout le monde sait qui ne l'est pas. On le sait par la manière dont vous êtes habillé, on le sait par votre nom, on le sait par la manière dont vous vous tenez, où vous vous asseyez quand vous êtes face à quelqu'un, comment vous le regardez, comment vous lui parlez. Tout ça fait qu'on sait immédiatement qui est un esclave et qui ne l'est pas. Et par contre, eux, les militaires français ne font aucune différence. C'est-à-dire que pour eux, ils ne voient pas la différence entre quelqu'un qui est un esclave et quelqu'un qui ne l'est pas. Ce qui va avoir pour conséquence, par exemple, qu'ils considèrent la parole des gens, quel que soit leur statut. Alors que dans ces sociétés-là, il y a un rapport à l'esclavage qui fait que la parole d'un esclave n'est jamais prise en compte. Elle est toujours considérée comme la parole du maître, ou en tout cas, la parole n'a pas cette validité. Or, les militaires, eux, ne font pas de différence. Ils vont considérer les gens... en tout cas, ils vont leur donner l'impression qu'ils ne font aucune différence. Et donc, ça va changer un certain nombre de rapports de force et ça va permettre notamment à quelque chose qui est assez particulier dans cette société, c'est-à-dire qu'il y a des esclaves de cour, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches, qui possèdent eux-mêmes des centaines d'esclaves, qui sont au cœur du pouvoir, mais qui, du fait de leur statut, n'ont en réalité... aucun pouvoir réel, puisqu'ils peuvent être... Tout ce qu'ils possèdent peut être pris par leur maître du jour au lendemain, ils peuvent être revendus du jour au lendemain, et ces gens-là vont avoir l'impression que la manière dont les Français leur parlent change complètement la donne. Parmi les gens pour qui la donne change aussi, et en tout cas parmi les singularités de ces sociétés, ce sont les eunuques de cour. Alors, il faut en dire un mot parce que c'est quelque chose dans l'histoire qui est relativement récurrent. On trouve des eunuques à Byzance, on en trouve en Chine, on en trouve dans différentes civilisations, et ça a toujours trait finalement aussi à la question de la solidité d'une position. Qu'est-ce qui fait qu'un eunuque peut être proche du pouvoir? C'est qu'il n'est pas menaçant, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur la place de cette institution, et puis du coup, la façon dont les Français ont pu soit l'utiliser, soit en ne le comprenant pas, finalement, l'intégrer à leur rapport de pouvoir? Donc, dans les sociétés du lac Tchad, ce que je dis est valable pour Zinder, mais l'est aussi pour un certain nombre d'États de ce qui est aujourd'hui la région du lac Tchad. Dans les années 1890, justement parce que on est dans une région qui est en crise à cause de l'arrivée d'un grand conquérant qui s'appelle Rabi, et aussi d'une remise en cause d'un certain nombre des sultanats de la région, ces différents États sont en crise, et donc les souverains, parce qu'ils ont peur de tous ceux qui les entourent, qu'ils ont peur de leurs oncles, ils ont peur de leurs frères, ils ont peur de leurs fils, vont s'entourer plus encore qu'avant d'eunuques qui vont acquérir les positions les plus importantes à l'intérieur de ces États. Ils vont devenir les plus grands collecteurs d'impôts, ils vont devenir les chefs de guerre qui mènent les armées au combat. Et donc on voit émerger dans ce moment précis une série de grandes figures d'eunuques qui deviennent parmi les gens les plus puissants dans ces différents États. Et ces gens-là, en particulier, il y en a aussi à Zinder, et ils vont complètement... les choses vont se jouer complètement différemment une fois que les militaires français vont arriver. Parce que qu'est-ce que voient les militaires français? Bon, ils ont bien confiance qu'un eunuque, c'est pas quelqu'un de normal, mais il y a quand même... ils voient quand même la puissance chez ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont très riches, parce que c'est des gens qui sont très bien habillés, parce que c'est des gens qui peuvent prendre n'importe quelle personne et la mettre en prison. Et donc, ils vont avoir l'impression d'être face à des gens extrêmement puissants.
Or, à l'intérieur de ces sociétés, ils étaient puissants, mais ils étaient puissants uniquement temporairement et parce que leur maître leur permettait. C'était ça la force de leur position ou la faiblesse de leur position. Et donc, l'arrivée des Français change complètement cette perspective et un certain nombre de ces eunuques vont jouer un rôle à ce moment-là. Votre livre s'arrête autour de 1906, au moment où les choses semblent jouer du point de vue des rapports de pouvoir. Du point de vue social, à quel moment est-ce qu'on peut dire que la présence française s'étoffe ? Est-ce qu'elle le fait d'ailleurs à un moment ou un autre ? Est-ce qu'on va trouver davantage d'administrateurs, de médecins, de personnel enseignants, etc. Ou est-ce que finalement on va garder ce rapport très minoritaire et un peu comme ça présent sans être numériquement important dans ces régions ? Alors, c'est une région un peu particulière par rapport à d'autres régions. Il faut penser aussi que la colonisation n'a jamais été univoque, elle n'a pas été la même partout. Donc, ce que je dis pour le Niger n'est pas du tout valable, évidemment, si on pense à la Côte d'Ivoire ou à l'Algérie ou à un certain nombre d'autres endroits. C'est une région qui va rester sous-administrée pendant toute la période coloniale. En gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a environ 220 militaires français, sachant que c'est un territoire militaire, donc il n'y a que des militaires. Et c'est une région où les militaires français ne deviendront nombreux qu'au moment de l'indépendance, à cause de la guerre d'Algérie, à cause de la présence de pétrole aussi dans le sud algérien, qui va complètement changer la donne. Et le seul moment où il y aura beaucoup de militaires français, c'est juste après l'indépendance, en fait, dans les années 1961-1963. Il faut penser qu'au Niger, au moment où les Français partent, donc en 1960, il y a 60 km de routes goudronnées qui ont été construites pour un territoire qui fait 2 fois la France. Le taux de scolarisation est un des plus faibles, il est équivalent à ce qu'il y a eu en AEF. Donc non, il n'y aura jamais de médecins, il n'y aura jamais d'administration réellement présente. Ni de commerçants, ni d'hommes d'affaires français qui les accompagnent ? Très peu. Très très peu. Étonnamment, c'est vraiment un territoire qui est considéré comme improductif, comme inutile. Et donc, voilà, par rapport à d'autres régions, c'est une région qui a été très très sous-administrée. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'en 1905, il y a une décision administrative qui indique que l'esclavage est aboli aussi dans cette région sous administration française. Est-ce que ça se traduit concrètement par des transformations dans les sociétés ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc ils vont proclamer l'abolition de l'esclavage, mais très rapidement, on a de très nombreux rapports qui permettent de le prouver. Ils considèrent qu'au sein de ces sociétés, abolir l'esclavage est finalement impossible. Donc, on va considérer que l'esclavage est aboli, est interdit, mais dans les faits, on va autoriser qu'il continue exactement de la même manière. Et c'est un des points extrêmement importants que je voudrais souligner, c'est qu'il ne faudrait pas penser qu'on avait des sociétés esclavagistes, que les militaires français arrivent et que tout d'un coup les gens sont libres. Les militaires français vont dire qu'ils vont libérer les populations, ils vont construire ce discours, mais dans les faits, au moment où ils arrivent à prendre le pouvoir, ils vont s'allier avec les souverains locaux, avec les sultans, avec les gens les plus puissants au sein de ces sociétés, et ils vont au contraire reconduire et figer les hiérarchies sociales et la question du statut. Et la question de l'esclavage va continuer pendant toute la période coloniale. On a des archives jusque dans les années 60. Merci beaucoup Camille Lefebvre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, peut-être pour prolonger notre entretien ? Alors, je voudrais conseiller un livre vraiment magnifique que j'ai adoré, qui est le livre Afropéa de Leonora Miano, qui est un essai sur comment construire une société européenne qui bénéficierait de la richesse qu'elle a, qui est celle d'être aussi aujourd'hui africaine pour une part, et donc elle construit l'idée qu'on peut construire une utopie positive, post-raciste, autour de notre société, et j'invite vraiment à lire. C'est à la fois très drôle et en même temps c'est très précieux pour essayer de penser notre société d'une manière positive. Merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale Sahara-Sahel, publié chez Fayard. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.